Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Achat, émission spéciale de Bismart autour du monde merveilleux des achats. Alors qu'ils soient stratégiques ou non, les achats sont de plus en plus au cœur des enjeux des entreprises. Entreprises qui, sous la pression des consommateurs et sous la pression de la législation, doivent adapter leur stratégie pour mieux combiner éco-responsabilité et optimisation des coûts. C'est pas facile. Alors, dans ce contexte, comment sélectionner ses fournisseurs? Comment comprendre, intégrer ces nouvelles normes, ces nouveaux labels? Comment engager tous les collaborateurs dans une démarche plus éco-responsable? Et surtout, quel profil d'acheteurs pour favoriser l'innovation? On va en parler avec mes trois invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Essinguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale France Amazon Business. Bienvenue. Olivier Rinstock, fondateur de Agile Buyer. Bonjour Florence Duprat. Conseiller en achat. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et Dominique Lebigot, directeur d'achat de Wait & See. Bonjour. Bonjour également et bienvenue sur ce plateau. Alors, on va parler du sujet clé de cette émission, c'est-à-dire l'innovation, tout ce qui est éco-responsabilité aussi, mais l'innovation dans le secteur des achats, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui ? Alors oui, vraiment majeur. Au cours des 3 dernières années, il faut quand même se rendre compte que les acheteurs ont dû faire face à une crise sanitaire sans précédent, avec un impact sur la supply chain, l'approvisionnement, un contexte inflationniste aussi extrêmement important, agissant sur les coûts de leurs achats, et aussi une urgence écologique. Et donc, pour faire face à ces 3 éléments majeurs, innover, c'est vraiment la seule manière d'arriver à survivre, entre guillemets, si je puis dire, dans le secteur des achats. Oui, donc c'est vraiment un élément clé. Je m'adresse à tous les deux, là. Oui, l'innovation, c'est un élément clé. L'innovation qui vient des fournisseurs. Je rappelle juste que 80% de la valeur dans une entreprise vient de l'externe, donc des fournisseurs, et 20% vient de l'interne. Donc clairement, travailler avec ces fournisseurs d'une façon intelligente, d'une façon innovante, d'une façon durable, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. L'innovation, il n'y a plus le choix. Il faut y aller parce que c'est comme ça qu'on va créer du chiffre d'affaires, qu'on va créer de la rentabilité. Effectivement, les directions achats sont un très bon support au développement du business. L'innovation, c'est accéléré chez Wait & See. Il n'y a plus le choix, effectivement. Chez Wait & See, comme partout ailleurs, de toute façon, comme vous dites, on n'a pas le choix. Mais j'irai même un peu plus loin. En fait, compte l'innovation, c'est dans l'ADN du métier de l'acheteur parce que c'est un métier qui se réinvente tous les 10 ans. L'acheteur d'il y a 40 ans n'exerce pas du tout le même métier que l'acheteur aujourd'hui. Et donc, ce renouvellement, cette réinvention force l'innovation de toute façon. Alors, toute la question est de savoir aussi qu'est-ce qu'on entend par innovation. Ça passe, on l'a vu, par la digitalisation qui s'est bien sûr accélérée depuis la crise sanitaire. Mais l'innovation, ce n'est pas seulement les avancées technologiques. Non, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas que les avancées technologiques. C'est aussi une manière de se réorganiser en tant que fonction achat, de mettre en œuvre une nouvelle manière d'acheter. Et effectivement, comme Dominique le disait, c'est vraiment de se saisir des innovations pour se réorganiser et aller un cran plus loin dans la manière dont on achète, en repensant. Voilà. Oui, on repense tout ce qui peut être autour de cette fonction achat. Exactement. Comment ça a été repensé, par exemple, chez Wait & See ? L'innovation, ça s'exprime beaucoup, encore plus aujourd'hui qu'hier, dans la digitalisation. On voit à quel point les technologies de la communication s'accélèrent. Et on est à l'aube d'une vraie révolution avec l'intelligence artificielle qui va forcer, une fois de plus, à projeter le métier de l'acheteur dans une nouvelle dimension. Une dimension où une grande partie des transactions du métier d'acheteur vont disparaître pour être faites de manière automatique. Donc la digitalisation, oui, elle est porteuse d'innovation. Dans l'étude qu'on a sortie avec le Conseil national des achats et Agile Buyer en début d'année, on a bien vu qu'effectivement, il y avait différents objectifs à la digitalisation. Simplifier les flux à faible valeur ajoutée. Le reporting, ça veut dire récupérer l'information sur ce qu'on fait d'une façon facile, rapide, et le partage des connaissances. La digitalisation, c'est un facteur d'accélération finalement entre les humains pour enlever des tâches à faible valeur ajoutée. Alors, oui, quelque chose à ajouter peut-être ? Oui, je voulais juste ajouter dans une des études de Walker Sands en 2022, 88% des décideurs achats qu'on a interrogés
exprimaient l'envie et le besoin d'utiliser la digitalisation et d'acheter, par exemple, en ligne pour faire leur métier et gagner du temps pour se concentrer sur les tâches à vraie valeur ajoutée. Alors, on parle beaucoup d'innovation, mais on est quand même dans un contexte inflationniste, contexte de hausse des prix. Est-ce que ça risque pas de ralentir cette innovation, justement ? Il faut être extrêmement innovant pour réduire ou optimiser les coûts en contexte inflationniste. Et il faut être innovant, il faut savoir s'adapter, il faut être relativement agile. Prenons un exemple extrêmement clair. Le coût de l'énergie a beaucoup augmenté. Sauf que l'énergie, c'était quelque chose qui n'était pas tellement contrôlé. C'était une dépense qu'on fait a posteriori. Il y a des choses qu'on commande en amont, mais l'énergie, comme la téléphonie, on subit la dépense après. Et bien maintenant, il y a de nombreuses directions achats, de nombreuses entreprises qui ont réfléchi cette utilisation de l'énergie et qui ont fait qu'on va choisir d'acheter une machine A plutôt qu'une machine B parce qu'elle dépensera moins d'énergie et donc elle aura un coût global plus faible. Donc clairement, les nouveaux challenges auxquels on fait face, qui sont multiples entre, effectivement, vous l'aviez évoqué, le Covid, les problèmes de rupture, les problèmes d'inflation, ça oblige à se réinventer systématiquement. C'est un métier qui est absolument génial. Et puis il y a aussi toute cette législation pour des achats plus responsables, pour l'éco-responsabilité, la pression des consommateurs aussi, qui implique de se réinventer. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas d'innovation sans inflation. Il faut toujours un catalyseur pour provoquer certaines transformations et le monde des achats n'échappe pas à cette règle. La réalité des coûts qui augmentent parce qu'on est dans une logique aujourd'hui, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais de remettre un petit peu, ramener le sourcing proche des lieux de consommation, des lieux de production, plutôt que d'aller chercher à l'international. Ça va évidemment apporter des facteurs d'augmentation des coûts. Et c'est là où les achats peuvent apporter en retour des solutions très pragmatiques, très concrètes de réduction des coûts par l'économie circulaire. Oui, parce que toute la question, et vous allez tous répondre, c'est de se dire, est-ce qu'on peut concilier maîtrise des coûts et toutes ces exigences de durabilité ? Réponse, oui. Oui, clairement. Et justement, c'est le sens de l'histoire. On a cet historique dans lequel s'est inscrit l'économie mondiale depuis 150 ans, qui consiste en fait à produire pour vendre, pour consommer et pour retourner dans le garbage, la poubelle. Et c'est ce cycle continu-là qui a épuisé et qui épuise les ressources naturelles. Il faut qu'on switch dans un cycle nouveau, qui est l'économie circulaire, où on recycle plutôt que de mettre en fin de vie les produits à la poubelle, qu'on les recycle dans l'organe de production, ce qui permettra de consommer autant, mais de moins produire et de moins gaspiller. Il y a quelques beaux exemples là-dessus. Aujourd'hui, si vous avez le choix entre acheter un immeuble haute qualité environnementale ou un immeuble passoire, évidemment, l'immeuble passoire coûtera moins cher. Sauf que vous consommez de l'énergie. Et donc, au bout de 7 à 10 ans, suivant les expertises, l'immeuble passoire coûtera plus cher. Et donc, sur la durée de vie, un immeuble passoire énergétique coûte beaucoup plus cher. Les exemples, ils sont extrêmement nombreux entre le lien entre l'éco-responsabilité et les achats. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand on avait une bouteille d'eau, une bouteille de shampoing dans la main, elle tenait dans la main. Aujourd'hui, une bouteille d'eau qui est finie, avec la main, vous pouvez l'écraser. Vous ne pouviez pas il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de plastique dans les bouteilles. Elles sont plus légères, donc moins coûteuses à transporter, et elles coûtent moins cher parce qu'il y a moins de plastique. Donc on voit qu'il y a un travail qui est fait. Alors évidemment, il y a encore du plastique. Il y a encore du plastique, mais on va dans le bon sens. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup justement chez Moët & Cie. La marque Ruinart a fait une bouteille de champagne. Dans les bouteilles de champagne, il y a beaucoup de packaging. Et là, ils ont supprimé tous les packaging. Ils ont juste gardé une coque en papier, 100% recyclable. Et donc, ils ont enlevé 90% de matière. Et là, ils ont eu un produit qui était moins cher, complètement écologique. Et surtout, c'est ça qui est absolument génial, c'est que cette coque avait l'air extrêmement luxe. Et déjà qu'ils ont des belles ventes, mais alors là, ça a encore plus explosé les ventes en donnant quelque chose de très, très beau. Merci. Donc ça se fait sous la pression de la réglementation, finalement, ces démarches RSE. Ça se fait aussi sous la pression des consommateurs. Oui, effectivement,
il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui de la part des citoyens, des consommateurs, qui est suivie par la réglementation, de cette exigence et cette urgence écologique. Et c'est vrai que chez les clients qu'on a chez Amazon Business, c'est visible. On a parlé de l'inflation. Oui, bien sûr. 47% des décideurs achats qu'on a interrogés, le prix, c'est toujours clé. Néanmoins, cette préoccupation sur arriver à lier cette exigence de coûts réduits et cette responsabilité sociale est importante. Je vais juste prendre l'exemple on travaille avec un client qui est très intégré dans son écosystème local en Occitanie, donc dans le secteur des cosmétiques. Et ce client, quand on a commencé à échanger, le point 1, c'était comment je peux faire pour arriver à inciter mes acheteurs, mes employés à acheter de manière plus responsable, à avoir accès à une sélection qui, certes, est économique et intéressante, mais me permettent de mesurer et d'être sûr que je réduis mon empreinte écologique, où il y a moins de packaging, comme vous le mentionnez, ou alors est local, parce que je peux filtrer mon catalogue sur des fournisseurs locaux. Et effectivement, chez Amazon Business, c'est quelque chose qu'on fait en permettant de filtrer le catalogue sur les produits plus éco-responsables, sur les fournisseurs locaux. C'est leur permettre d'avoir accès à beaucoup de sélections, des prix réduits, mais d'avoir un impact social et écologique. Et ce qui fait que les acheteurs aujourd'hui, c'est un peu des influenceurs, quelque part. Exactement, mais ils ont vraiment un rôle stratégique pour moi dans la société, dans leur entreprise, pour faire en sorte que le changement arrive plus vite, malgré les crises, malgré les contextes, parce qu'en innovant, en achetant sur différentes plateformes, en réfléchissant à comment travailler mieux avec les acteurs locaux, ils impulsent le changement, ils engagent la direction générale aussi, mais aussi les employés et les collaborateurs à avancer dans le changement. Oui, donc les acheteurs, finalement, doivent tout le temps se mettre à la page. Ah mais de toute façon, ils ont une telle position dans le business model des entreprises aujourd'hui qui va grandir demain. Aujourd'hui, les acheteurs représentent 50% de l'environnement d'une entreprise. C'est-à-dire que tous les marchés amont et marchés fournisseurs sont aujourd'hui un environnement qui est un peu spécifique, différencié des marchés clients. Mais demain, avec les nouvelles technologies de communication, les connexions entre les acteurs amont et les acteurs aval vont se multiplier, ce qui va en fait aboutir à avoir un seul marché externe. Et là, vraiment, on aura lieu d'utiliser au maximum les relations fournisseurs pour organiser ces économies circulaires, pour voir même impliquer nos partenaires fournisseurs dans une dynamique de croissance mutuelle de chiffre d'affaires. Et les critères de durabilité donc, qui prennent de plus en plus de place. Et vous avez fait une étude en la matière. Où en sont les directions d'achat, justement ? Alors effectivement, c'est l'étude dont je parlais tout à l'heure, qui a été publiée avec le Centre national des achats, le CNA et Agile Bayer. On s'est rendu compte que 70% des directions achats ont des objectifs de RSE. 70%, c'est important. C'est d'autant plus important qu'en fait, on se rend compte que plus l'entreprise est grande, plus il y a des objectifs de RSE. Et je rebondis sur votre point de tout à l'heure. Vous évoquiez tout à l'heure, Florence, le fait qu'il y avait des réglementations. Et effectivement, plus l'entreprise est grande, plus elle a des réglementations. Donc aujourd'hui, le RSE aux achats dans l'entreprise, c'est une réalité. Ce n'est pas une projection pour demain. Je sais très bien que peut-être certaines et certains qui nous écoutent, qui doivent se dire l'éco-responsabilité, les achats. Non, si, aujourd'hui, c'est une réalité qu'on vit et qui est tout à fait là. La question qui va avec, c'est quel est le point le plus important pour les entreprises en termes d'éco-responsabilité ? Le point numéro 1, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est le nouveau sujet qui est effectivement important. Et là, il y a une réglementation lourde qui pèse sur les entreprises. Alors justement, elles en sont où là ? Elles mesurent vraiment leur empreinte carbone, les directions d'achat ? Ou ça ne concerne que les grandes entreprises ? Alors en fait, sans rentrer dans la technique, il y a ce qu'on appelle le scope 1, scope 2, scope 3. Et scope 3, c'est les fournisseurs. Et donc grosso modo, le plus gros de l'empreinte carbone, c'est les fournisseurs. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'entreprises ont des plans d'action pour réduire l'empreinte carbone, mais elles ont toujours du mal à mesurer cette empreinte carbone parce que c'est complexe. Et c'est vraiment complexe de comprendre tout l'impact qu'on a du côté fournisseur. Oui, vous acquiescez, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien. Il y a une vraie difficulté à avoir une mesure fiable, et pertinente et fine de l'empreinte carbone. Mais c'est là où moi je m'amuse à dire que l'objectif et l'enjeu n'est pas de définir la précision de l'empreinte carbone qui est mise par un scope 3, et Olivier a raison, d'une entreprise. L'enjeu, c'est de définir une base. Mais quelle que soit cette base, elle est plus ou moins précise, plus ou moins exacte.
Mais c'est à partir de cette base de définir une dynamique de réduction de carbone, d'empreinte carbone au niveau international. C'est cette dynamique qui est intéressante, plus que la base de départ. Et nous, on est clairement, chez Moët & Cie, inscrits dans cette dynamique. Parce que vous êtes une grande entreprise, c'est peut-être moins vrai pour des entreprises plus petites comme des PME ou des ETI, je ne sais pas, oui. Après, moi, je pense que c'est vraiment une volonté globale, quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui. Concrètement, chez Amazon, on clairement réduire et décarboner, ça fait partie de nos enjeux. Depuis 2019, avec le Climate Pledge, on s'est engagé à réduire notre empreinte carbone 10 ans avant les accords de Paris, donc d'ici 2040. Fort de ça, on s'est dit, mais comment on peut aider nos clients ? Et nos clients, c'est effectivement des grandes entreprises, il y a 90% des entreprises du CAC 40 qui travaillent avec Amazon Business, mais il y a aussi beaucoup de petites entreprises. Et la problématique, elle est forte pour eux. Et c'est une vraie préoccupation. Et quand on arrive à, comme disait Dominique, à proposer une base de fournisseurs qui déjà ont eux-mêmes engagé des démarches, une envie de réduire la taille de leurs emballages, d'avoir une empreinte écologique réduite, on arrive à leur proposer cette base de fournisseurs. C'est déjà un moyen de les aider à mesurer aussi quelle est la part de mes achats qui est plus responsable, etc. Et ça, c'est des rapports que nous, en tout cas, on leur met à disposition. Quelque chose à ajouter sur ce point ? Non. Ça repose beaucoup finalement sur la responsabilité des directions d'achat qui doivent un peu mettre la pression aussi sur les fournisseurs. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec de la pression. C'est de travailler Entre guillemets, enfin voilà, peut-être ça peut se faire dans la collaboration et dans l'échange. Voilà. Mais bon. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que d'un côté, effectivement, la ménagère aime acheter des produits pour sa famille qui sont éco-responsables. Et puis aussi, il y a un donneur d'ordre très important, c'est l'État. Quand je dis l'État, ça va être les mairies, les départements, les conseils régionaux, les ministères qui achètent énormément et qui sont des grands donneurs d'ordre. L'État, c'est aussi des politiques. Je vous prends juste un exemple. L'État est le plus grand restaurant de France. Pour vous donner un chiffre, les élèves, il y a 7 millions d'élèves qui mangent à la cantine toutes les semaines. 7 millions. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'État, sous toutes ses formes, va acheter à manger pour ses élèves et derrière, il y a des parents qui sont aussi des électeurs. Donc, ce principe d'éco-responsabilité, il est aussi poussé par toutes les formes de pouvoir politique et toutes les formes de pouvoir public. Donc, vous, par exemple, comment vous sélectionnez vos fournisseurs en fonction de ces critères ? Comment est-ce que vous discutez avec eux ? Vous les aidez justement à engager ces démarches plus responsables ? Sur le fait que ce n'est pas sous la pression qu'on dit qu'on obtient nos fournisseurs de s'engager avec nous. Là, clairement, nous, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on fait, c'est d'inscrire dans les critères de choix de nos fournisseurs cet aspect éco-responsable de réduction de carbone. On demande à nos fournisseurs d'avoir un plan de réduction de carbone pluriannuel. Pour ceux qui ne l'ont pas, on les accompagne pour qu'ils en aient un. Et nous, c'est un peu notre engagement vis-à-vis de Scope 3. Mais l'une des, pour rebondir aussi à ce que disait Olivier, puis je suis d'accord avec Mélissa, l'une des réalités qui fait que c'est le sens de l'histoire de toute façon et qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est que les nouvelles générations de jeunes arrivent sur le marché du travail aujourd'hui et ont cette sensibilité très forte. Et si nous, on veut pouvoir continuer à attirer des talents et à retenir ces talents, il faut qu'on ait clairement mis les enjeux de décarbonation et développement durable au cœur de nos stratégies d'achat. Ça demande pas mal d'agilité quand même. Oui, ça demande beaucoup d'agilité, mais c'est exactement ce que Dominique disait aussi tout à l'heure, et Olivier aussi, mais la fonction achat, c'est vraiment fait pour ça. Je pense que quand on est acheteur, on a en soi cet ADN qui fait que on a envie d'arriver à ces objectifs en étant intelligent, en trouvant des solutions annexes. Et à nouveau, on parlait de catalyseurs avec les différentes crises qu'on a traversées au cours des dernières années. Effectivement, on a été capable, et les acheteurs et nos clients étaient capables de démontrer beaucoup d'agilité. Et ce qui fait que les directions d'achat sont de plus en plus stratégiques. Alors, sont de plus en plus stratégiques. On le montrait d'ailleurs dans l'étude. Maintenant, on est à peu près 70% des entreprises où il y a un membre achat au COMEX ou au CODIR, ce qui montre qu'effectivement la fonction achat devient de plus en plus stratégique. On a une grande chance en France. On a sans doute les meilleures écoles d'achat de toute l'Europe. Il y a le MAI de Bordeaux à MAI de Kedge, on a le DESMA, on a Montpellier, on a plein de gens qui font
Et il y a beaucoup d'acheteurs qui sont formés en France. Je pense qu'en France, on a les meilleurs acheteurs d'Europe. Alors, cette démarche d'innovation, cette démarche de durabilité, de RSE, est-ce qu'elle doit être portée uniquement par les directions achats des entreprises ou est-ce qu'il faut engager tous les collaborateurs dans cette démarche? Moi, je dirais qu'il faut à la fois engager l'ensemble des collaborateurs qui tous doivent être concernés et tous ont une carte à jouer pour réduire l'empreinte carbone, pour avoir des stratégies de développement durable, mais pas que en interne. Il faut aussi engager tous les acteurs en externe. Et c'est là où le métier d'acheteur va devenir encore plus intéressant demain, c'est que plus on avance dans ce tournant que prend le métier d'achat aujourd'hui, plus l'intelligence artificielle va automatiser les transactions dans notre métier, ça va nous libérer du temps pour pouvoir faire des choses beaucoup plus stratégiques encore. L'une de ces choses les plus stratégiques, c'est de ne plus considérer notre métier comme de gérer des fournisseurs, mais gérer des écosystèmes de fournisseurs. C'est-à-dire comprendre dans un même écosystème quels sont les différents acteurs clés, pas seulement nos fournisseurs de rang 1 ou de rang 2 ou de rang 3, mais quels sont tous les acteurs d'un même écosystème concerné. Quand il s'agit de reconstruire ou d'inventer l'économie circulaire, il va falloir créer de l'intelligence collective à l'intérieur d'un même écosystème fournisseur. Donc, piloter les écosystèmes fournisseurs, ça devient la clé pour le métier d'acheteur de demain. Ça a été très très bien fait, entre autres par l'industrie aéronautique, qui a été obligée de travailler en écosystème très très tôt et qui a pu vivre beaucoup de crises. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique française, elle est leader dans le monde parce qu'elle a réussi à travailler avec tous les fournisseurs et même des très petits, des tailles moyennes et des entreprises absolument mondiales. Donc, l'intelligence de l'écosystème, comme l'évoquait Dominique Le Bigot, est extrêmement importante. C'est pour ça qu'effectivement, on n'est pas dans la mise de pression, mais dans la compréhension commune, d'objectifs communs, où on gagne ensemble dans ce genre de situation. Ça, si je puis me permettre, ça va même encore plus loin. On parle aujourd'hui, on parlera de plus en plus demain, non plus de compétition entre fournisseurs, mais de collaboration entre fournisseurs. Et ça, dans le métier de l'acheteur, on n'a jamais vraiment été sollicité pour créer cette collaboration, faire travailler nos fournisseurs ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et oui, donc là, on change un peu de paradigme, finalement. Complètement. Moi, je ne suis pas sûr qu'avec l'automatisation des transactions, je ne suis pas sûr que demain, les acheteurs continueront à gérer les appels d'offres. Ça se fera pour beaucoup de manière automatique. Je ne suis même pas sûr que demain, les acheteurs continueront à négocier des prix. Parce que ça se fera de software à software, de négociation de robot à robot, et les prix se fixeront de manière naturelle. L'acheteur sera beaucoup plus sollicité pour comprendre les écosystèmes, influencer les écosystèmes et apporter une vraie valeur ajoutée sur le long terme. Et comment situe... Alors oui, je vous réponds. Oui, je plus sois ce que Dominique vient de dire, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté, comme on dit, d'être agile, c'est-à-dire aussi de repenser la manière dont on achète. Parce que on parlait de auprès de quel fournisseur on achète, mais aussi comment on achète. Traditionnellement, on faisait effectivement beaucoup d'appels d'offres sur des très longues périodes, mais la réalité, c'est qu'au cours des 3 dernières années, comme on se disait, il y a eu tellement d'incertitudes, tellement de complexité qui est venue s'ajouter, que les acheteurs ont commencé à réfléchir. Est-ce que je ne peux pas aussi diversifier mes risques ? Est-ce qu'en choisissant bien mon partenaire ou mes partenaires commerciaux, je ne peux pas passer sur un modèle effectivement par exemple de marketplace pour certains types d'achats, où effectivement les prix sont plus dynamiques, où on peut travailler à pas réfléchir forcément tout le temps à quel prix je vais acheter les produits parce que je sais que ça va être compétitif, pour me concentrer sur telle ou telle catégorie d'achat, je vais faire autre chose et je vais ajouter de la valeur, créer des écosystèmes, penser à comment je peux contribuer différemment à influencer ma société, parce que il y a une partie qui est faite de manière plus dynamique. Et justement, vous me devancez, c'est la question que je vais vous poser. Quel rôle peut jouer une marketplace comme la vôtre ? Je pense qu'une marketplace, c'est un bon moyen de lancer l'innovation au sein de la fonction achat. Alors, bien sûr, pas que, mais c'est aussi un bon moyen. Et on le voit, nous, chez Amazon Business, avec nos clients, c'est un bon moyen de tester la capacité qu'une entreprise a à travailler avec des prix dynamiques, avec plus de choix, plus de produits différents, plus de fournisseurs pour diversifier les risques. Et cette diversification des risques en maintenant quand même un prix compétitif, parce que sur les marketplaces, on peut gagner jusqu'à 10%
de réduction, en tout cas d'économie par rapport à un achat traditionnel. En fait, voilà, travailler sur les prix, la sélection et l'agilité avec des prix dynamiques, c'est vraiment un apport qu'on a chez Amazon Business. Mais est-ce que c'est accessible pour toutes les classes d'achat ou est-ce que c'est plus compliqué quand ça concerne par exemple des achats stratégiques ? C'est une excellente question. C'est vrai que les achats de classe C, c'est un peu un business case assez classique, la marketplace. C'est simple, ça met en place. Mais c'est aussi un bon moyen de démarrer. Et ensuite, on est capable, chez Amazon Business, qui est vraiment une marketplace, de travailler sur des achats plus stratégiques parce qu'on est dans une dynamique de partenariat. Et c'est ce qu'on disait sur l'écosystème des fournisseurs. Bien choisir son partenaire, ça permet de tester des choses, de travailler d'abord sur des achats classés, puis ensuite des achats plus stratégiques et de remonter la chaîne de valeur en fonction de ses besoins et de ses... Mais il faut aussi s'y retrouver parmi les milliers de références d'une plateforme généraliste. Effectivement, ça fait partie des éléments, mais c'est aussi pour ça que sur notre solution, on est capable de mettre en place des filtres sur les catalogues, comme on se le mentionnait tout à l'heure, sur comment on aide les entreprises à aller vers des produits plus éco-responsables, comment on aide à choisir des fournisseurs locaux. Il y a énormément de choix, mais il y a énormément de possibilités de restreindre en fonction des besoins des clients. Une réaction peut-être Juste, les marketplaces permettent aussi un contrôle, ça veut dire d'éviter les achats sauvages. Ce qu'on déteste le plus quand on est aux directions achats, c'est que quelqu'un achète sans que le direction achat soit impliqué. Donc les marketplaces permettent de mettre les choses sous contrôle. Et les auditeurs aiment bien aussi que les achats soient faits sous contrôle. Allez, une dernière question, dernier tour de table. Quel intérêt, pourquoi les entreprises doivent absolument s'engager dans une démarche d'innovation, une démarche de durabilité, d'éco-responsabilité pour leurs achats ? C'est ce qu'on disait en préambule, et c'est vrai que c'est une bonne conclusion. Pour répondre aux enjeux, aux différentes crises, à l'inflation, à l'urgence écologique, c'est essentiel de donner aux directions achats la possibilité d'innover pour répondre à ces enjeux. Olivier. Non, je dirais que tous ces mouvements, tous ces changements qu'on a sont quelque chose d'assez extraordinaire. Au départ, on pourrait les vivre d'une façon négative, mais on s'est rendu compte que les acheteurs étaient extrêmement heureux dans leur boulot. Dans l'étude, on voit que 82% sont ravis de leur boulot, alors qu'ils n'ont eu jamais autant de challenges. Donc, effectivement, en ce moment, la fonction, elle bouge, et c'est très, très sympa. Et on disait en préambule, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Mais l'intérêt vraiment pour les entreprises, vous le mesurez, vous ? Absolument. Et l'intérêt pour les entreprises de sensibiliser et de mettre leur fonction achat au premier plan dans ces stratégies de décarbonation et de développement durable, notamment dans la décarbonation, c'est que, soyons clairs, les achats, ça représente 80% de l'émission de carbone à travers le scope 3 et tous les fournisseurs. Donc c'est un passage obligé pour les entreprises à travers leurs achats de réduire leur empreinte carbone sur 80% de leur périmètre. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Voilà, on a bien compris que l'innovation dans les achats, c'est stratégique pour les entreprises, pour répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi à ces exigences d'éco-responsabilité. Merci encore. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Smart Achat vous a été présenté par Amazon Business. Repensez vos achats.